De mon côté, je vais avoir, je pense, une position qui va plus être de l'ordre du retour d'expérience en tant que dirigeante femme d'une entreprise dans la tech. Donc, je vais vous présenter et moins, je pense, qui va être. Enfin, je n'ai pas écrit de livre. J'ai une étude, j'ai une approche qui est moins, je pense, comment dire, analytique que la tienne et qui est plus de ma propre expérience et de moi, mes propres, qui émane de mes propres lectures et de ma sensibilité, on va dire, féministe. Alors, du coup, juste rapidement, alors j'ai suivi les consignes, mon parcours. Enfin, voilà. Donc, j'ai j'ai eu les petites. Je vais commencer par me présenter un petit peu. Du coup, donc effectivement, moi, je viens d'un parcours à la base d'études de philo. D'abord une maîtrise à l'époque, parce que je mi-master, mais en fait c'était une maîtrise, hein, à l'époque ça s'appelait comme ça, je me rends compte, là, le temps passe, de philosophie politique à la base, sens et légitimité de la peine. J'ai passé la grecque et le CAPES de philo, et puis à un moment donné, bah, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de place en philo, c'est un peu compliqué quand même cette histoire, comment est-ce que je peux me raccrocher au milieu professionnel? Et à l'époque, du coup, j'ai croisé bah, le master conseil éditorial que j'ai pu intégrer en deuxième année, ce qui m'a permis de rapidement raccrocher finalement mes études de sciences humaines au milieu bah, pro et de faire mes premières armes finalement dans le milieu du digital parce qu'à l'époque, mon souhait, c'était vraiment bah, de mettre un pied rapidement dans le milieu professionnel. Et voilà. Et donc, par ce biais, j'ai démarré ma carrière dans une toute petite agence qui s'appelait Mediasmart à l'époque, qui n'existe plus où j'ai été en stage, puis chef de projet digital, donc, parce que bah, alors c'était en 2010, je pense, il y avait vraiment beaucoup de boulot, et il y en a d'ailleurs toujours beaucoup. Donc c'est vrai que c'était pour moi aussi une garantie d'aller rapidement vers quelque chose qui me permettait d'accéder à l'emploi, et c'était ce qui m'intéressait à l'époque, pardon. Et puis, depuis bah, bientôt 15 ans, en fait, hein, je travaille chez ECD. C'est une agence que j'ai intégrée par le biais du réseau du master, toujours, des anciens qui étaient là-bas. Et en fait, cette agence, elle m'a pas mal interpellée à l'époque parce qu'ils avaient une position où, en fait, ils travaillaient essentiellement, et on travaille toujours aujourd'hui essentiellement pour le secteur de l'intérêt général. Donc pour des projets qui pour nous ont du sens, donc des associations, des fondations, et puis également, et ça on a un petit peu ouvert depuis quelques années, le secteur public, donc bah, des ministères, des acteurs du transport, etc. Donc, je suis entrée là-bas en tant que chef de projet et au fil des années, j'ai déménagé sur l'agence de Grenoble puisqu'ils cherchaient une responsable. Et puis à l'époque, bah, je me suis proposée en disant, bah, voilà, moi je veux bien quitter Paris et puis ça m'intéresserait bien de prendre la responsabilité de l'agence. Donc, les planètes ont bien été alignées. Et depuis un an, un peu plus d'un an aujourd'hui, j'ai pris la direction générale de l'entreprise. Voilà, donc j'assume également le poste de directrice générale donc des deux entités à Grenoble et à Paris. Alors juste c'est dit parce que c'est vrai que, alors nous, on est une petite agence, hein, on est 60 salariés, on est répartis sur deux agences, c'est ce que je vous ai dit, on existe depuis 20 ans, on fait à peu près 5 millions de chiffres d'affaires. Et notre positionnement, donc on est une agence de communication digitale et enfin, on s'ajoute l'étiquette de responsable. Concrètement, pourquoi? Parce qu'il y a quand même deux choses qui nous tiennent vachement à cœur dans l'ADN de l'agence. C'est le volet impact social d'une part et impact environnemental. Donc, c'est vraiment les deux piliers qu'on travaille beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on recoupe derrière tout ça? Je vais d'abord parler de l'impact social. En fait, quand CEDI s'est créé il y a 20 ans, c'était quand on a commencé à travailler avec des associations et fondations, par exemple la FM Téléthon, on s'est vite rendu compte que les publics en situation de handicap, si on ne s'intéressait pas à l'accessibilité numérique, ben, on ne pouvait pas les atteindre, on ne pouvait pas les toucher. Donc, bah, inclure justement tous nos publics et faire en sorte de travailler des sites qui soient accessibles et inclusifs, ça a été hyper important pour nous. Et donc, on a travaillé autour bah, de la thématique de l'accessibilité numérique pour former nos équipes, les accompagner dans la montée en compétences, sensibiliser et acculturer nos clients. Et puis en fait, on s'est aussi rendu compte que le numérique, ça permettait d'amener vers l'emploi des gens qui en étaient éloignés. Alors des personnes en situation de handicap, encore une fois, parce qu'on pouvait gommer la problématique de déplacement vers le lieu de travail notamment. À l'époque, du coup, on a créé une entreprise adaptée qui s'appelle Numériquea, qui existe encore aujourd'hui, donc entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap.
Voilà. Et puis, plus récemment, ça fait à peu près 4 5 ans aujourd'hui qu'on s'en préoccupe. On se rend compte que le numérique, c'est aussi un métier qui génère une forte émission de gaz à effet de serre et qu'en tant que partie du problème, en tant qu'agence web, il fallait forcément qu'on s'intéresse à la manière de mettre notre pierre à l'édifice pour réduire notre impact. Donc, voilà, on travaille depuis quelques années avec l'Institut du numérique responsable pour pouvoir élaborer une charte et un référentiel qui permet justement, alors d'éviter de faire du greenwashing, on parlait de pinkwashing, mais voilà, de faire du greenwashing et de dire oui, oui, moi je fais des sites qui sont accessibles, qui sont propres, etc. Mais en réalité, comme il n'y a aucun critère jusqu'à présent, c'est difficilement mesurable. Donc, c'est vraiment notre souhait. De même qu'il existe un référentiel d'accessibilité, on milite pour qu'il y ait un référentiel d'éco-conception demain et s'assurer finalement que ce qui est développé, ce qui est conçu, se fait bien dans les règles de l'art et qu'on peut mesurer, quantifier que le site est effectivement dans un effort de sobriété. Euh, une fois que j'ai dit tout ça, c'est quoi le lien avec le féminisme? Alors, il n'y a pas une volonté militante chez le CEDI de faire du féminisme. Néanmoins, voilà. Néanmoins, aujourd'hui, la direction générale, elle est portée dans mes mains, hein. Moi, en tant que femme, voilà. Dans mon parcours personnel, aussi mère de deux petits garçons, même avant, je m'interrogeais, mais c'est vrai que ça a été renforcé en ayant deux petits garçons sur comment est-ce que finalement, je peux aussi les sensibiliser à ça, je peux les élever de manière respectueuse, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris la direction générale, nécessairement, même si j'étais déjà dans une entreprise où les questions de l'inclusion, je dirais au sens large, se posaient. Euh, la question du féminisme n'a jamais été traitée, on va dire, spécifiquement. En tout cas, enfin voilà, jusqu'à ce que moi je prenne la direction générale, et il y a quand même des choses que j'ai souhaité faire avancer euh, sur le sujet. Alors, si je poursuis un petit peu, alors c'est vrai que j'allais vous parler de mon poste, et ben je vais quand même vous en parler, puis je reviendrai après sur ce qu'on a essayé de mettre en place, et puis un peu le constat que j'ai en tant que femme, sur les femmes dans la tech. Du coup, mes missions aujourd'hui, hein, il y a 4 points importants, mais je vais aller vite, c'est pas l'essentiel. Un volet où je porte la stratégie de l'entreprise sur des aspects, élaboration du prévisionnel, le suivi des indicateurs, de la veille sectorielle, etc. Enfin voilà, je vais pas faire une énumération à rallonge. J'ai un volet donc de management d'équipe où j'encadre effectivement les directeurs. Je peux gérer certaines situations dites, on va dire, sensibles, même si on a un directeur des ressources humaines dans l'entreprise pour appuyer ce sujet-là. J'ai une casquette de directrice de projet. Et dans ce contexte-là, j'accompagne, tu le disais Claire en préambule, particulièrement les clients du secteur associatif, donc grandes associations et fondations françaises, dans leur stratégie de collecte de fonds. Et donc, dans ce contexte, je réponds à des appels d'offres, j'anime pour mon portefeuille client à travers des comités de pilotage, etc. Et puis, je suis en représentation sur différents événements, des tables rondes, quelques prises de parole sur le numérique responsable, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu les 4 grandes missions qui m'animent aujourd'hui. Et donc, je disais, concrètement, chez ECD, finalement, alors moi, l'approche que j'ai, c'est plutôt le féminisme et la tech, parce que c'est plus ça mon quotidien, et c'est plus ça, finalement, que je réfléchis au quotidien sur comment est-ce que, justement, on peut gommer des inégalités en fait qu'on observe de manière sectorielle. Vraiment de manière sectorielle parce que donc je voulais juste commencer par quelques chiffres. Il y a clairement une sous-représentation des femmes dans le milieu de la tech. Aujourd'hui, donc il y a 27,9% de femmes employées dans les métiers du numérique. Donc ça, c'est un chiffre de l'association Social Builder donc, qui date de 2023. Et si on pousse le curseur sur ces 27,9%, il faut se dire que quand on parle des métiers du numérique, ça couvre tous les métiers de chef de projet, designeuse, enfin web designeuse, bien sûr développeuse. Et en fait, sur le métier, là où les femmes sont encore plus sous-représentées, on va dire que c'est les métiers techniques de la tech, si je puis dire. Donc, les développeuses, il y en a très très peu, tout ce qui va être architecte réseau, infrastructure, etc. Et un chiffre également qui est assez déterminant là-dessus, 13% des directrices des systèmes, enfin 13% en fait sont des directrices parmi tous les DSI en France, donc directeurs des systèmes, directrices des systèmes d'information en France, 13%, donc c'est vraiment très très peu.
Et enfin, bah, bien sûr, hein, les écarts de salaire hein, qui sont présents. Alors là, c'est secteur privé, c'est pas spécifiquement tech, hein, ce chiffre, écart de salaire de l'ordre de 21% entre hommes et femmes. Et c'est vrai que donc moi, en tant que directrice générale et puis recruteuse aussi, hein, bah, je suis confrontée aussi au fait que, et j'ai pas les chiffres sortis de formation, mais ça aurait été intéressant, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes aujourd'hui qui sortent de formation dans les métiers du numérique. Et donc, ça veut aussi dire qu'en tant que recruteuse, bah, sur le panel pour un poste égal, je vais avoir une candidature bah, des hommes qui va être surreprésentée. Clairement. Et aujourd'hui, nous, ça se traduit. Alors, si j'avance, hop, c'est une présentation. Euh, c'est, comment dire, si j'avance un peu, moi, ce que j'ai pu observer sur ces dernières années, on va dire, de pratique professionnelle, ça fait longtemps que j'ai des missions de recrutement. C'est que voilà, clairement, il y a moins de femmes, en tout cas, qui postulent sur des métiers de développeuse que d'hommes, ça c'est très clair. Par contre, dans l'agence, je vais avoir une surreprésentation des femmes au métier de chef de projet ou de designeuse, je le disais tout à l'heure. Mais il y a quand même des associations qui commencent bah, à militer un petit peu pour bah, former des promos de femmes. Je parlais tout à l'heure de Social Builder. Pour nous, ça a une place importante chez ECD parce qu'on a vraiment noué un partenariat avec eux, mais j'y viens après. Et donc, ces associations, elles militent pour une plus grande diversité dans la tech. Elles forment des femmes au métier de développeuse sur les différentes technos. Et ça, c'est vraiment des choses qui nous permettent aussi de faire avancer les sujets parce que ça veut dire que c'est aussi des alternances qu'on peut mettre en place avec ces structures, etc. Et en tant que recruteuse, c'est vraiment important. Et je pense que ça fera un petit peu bouger les lignes. Après, je pense que les changements qu'on peut observer aussi sont aussi liés à l'avènement du télétravail. Alors, pour le meilleur et pour le pire, Léa parlait tout à l'heure de droit à la déconnexion. Les métiers de la tech, c'est pareil, c'est des métiers où les frontières, elles sont quand même assez brouillées entre le pro et le perso. Mais néanmoins, avec le télétravail, on a pu quand même gagner, je trouve, en souplesse pour réussir à ménager, et je pense que c'est valable hommes et femmes, hein, mais ménager quand même vie pro et vie perso de manière un peu plus souple. Et puis nous, ce qu'on peut voir aussi en tant qu'agence web, qui répondons à des appels d'offres publics, c'est que les acteurs publics commencent vraiment à s'y intéresser et surtout demandent aux acteurs privés que nous sommes, les agences, de donner des garanties étayées par des chiffres. Et au-delà en fait de déclarations dans des politiques RSE, ils nous demandent depuis, je dirais peut-être 2 ans maintenant, nous on commence à le voir de plus en plus, même si ce n'est pas du tout une généralité encore. En tout cas, ils nous demandent d'étayer par des chiffres les écarts de rémunération entre hommes et femmes, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, etc. Enfin, donc, et ces choses-là, on sent que bah, finalement, au-delà des déclarations, enfin, du simple déclaratif, ça fait un tout petit peu bouger les lignes parce que bah, ça demande déjà aux entreprises de se questionner. De juste se poser la question finalement de où on en est dans son entreprise, parce que c'est vrai que bah, moi, je reprends une entreprise, enfin, une direction générale d'une entreprise que je n'ai pas créée, même si ça fait bientôt 15 ans que j'y travaille. Il y a des choses qui sont un petit peu bah, indélébiles et qui sont pas toujours, enfin indélébiles non, mais qui sont pas faciles à gommer et qui sont pas faciles à estomper et des remises en question qui ne se font pas toujours. Et typiquement, ces questionnaires, bah, on se pose des questions parce qu'en fait, on va commencer à s'intéresser aux chiffres et c'est finalement quand on regarde les chiffres de sa propre entreprise qu'on se dit, oula, il y a sûrement des choses à rétablir et à modifier. Et du coup, bah, j'y viens. Du coup, ça va faire, bah, on a seulement un an d'ancienneté sur ces chiffres-là. Avant, il n'y avait rien. Mais du coup, depuis un an, je commence à suivre de près un petit peu les chiffres, la part d'hommes, la part de femmes, les écarts de salaire dans l'entreprise, etc. Et donc, concrètement, aujourd'hui, au niveau du comité de direction, on a un comité de direction qui est mixte et qui est paritaire là, dans l'agence. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un gros atout parce que c'est vrai que quand on a des femmes qui sont, enfin, comment dire, quand on a des femmes à des postes de direction, ça change quand même beaucoup de choses, notamment dans la manière de sensibiliser tout simplement aux problématiques de bah, comment ça se passe quand je reprends mon travail après 3 mois de congé maternité et même plus que ça en termes d'absence dans l'entreprise. Comment équilibrer bah, la vie de travail, la vie personnelle, la vie de maman et la vie de professionnel dans l'entreprise. Et c'est vrai que le fait d'avoir des postes, des femmes à ces postes-là, ça permet de sensibiliser et surtout ben, voilà, d'avoir une vraie perception de la situation qui n'est pas juste théorique, on va dire. Euh,
du coup, alors si je continue sur les chiffres, c'est un peu en vrac, mais nous, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes de temps partiel, y compris chez les hommes. Et aujourd'hui, même si, alors, on voit, hein, on est quand même sur des chiffres beaucoup plus importants chez les femmes, et ça touche aussi au niveau des écarts de salaire. On a 27% de temps partiel chez les femmes chez ECD aujourd'hui et 18% d'hommes. Néanmoins, on constate d'année en année une augmentation des demandes de temps partiel chez les hommes, notamment pour pouvoir gérer les enfants le mercredi quand il n'y a pas la nounou. Aujourd'hui, sur notre effectif total, on comptabilise 40% de femmes, donc on n'est pas à la parité. Après, c'est vrai que sur nos équipes, là où on voit le plus gros déséquilibre, je le disais, hein, et on est un peu, ça représente un petit peu la tendance du marché, c'est là où le plus gros déséquilibre est présent, c'est sur les développeurs back-end spécifiquement, parce qu'à l'inverse, on a un pôle de team, enfin un pôle front-end qui est représenté que par des femmes. On a une politique salariale que je veux volontariste depuis, en tout cas, que j'ai appris la direction générale. Et donc, en transparence, l'augmentation de salaire 2022 des femmes est supérieure de 15% à l'augmentation des hommes. Mais on constate toujours un écart de rémunération en 2022 qui est de l'ordre de 2,98%, qui est un petit peu inférieur à la moyenne à la moyenne nationale, qui est un peu plus de 4%. Néanmoins, on est toujours sur cet écart de rémunération dans l'entreprise. Et puis enfin, deux derniers points qui sont on va dire des actions, enfin, ouais, des actions enfin, oui, qu'on a menées ensemble, notamment avec le CSE. Donc le premier point, c'est qu'on a travaillé à l'initiative et à la demande du CSE un guide d'écriture inclusive. Donc qu'on propose et qu'on essaye de mettre en place. Et c'est vrai que par rapport à ça, le petit retour d'expérience, c'est que quand moi j'ai été très du coup animée par le sujet quand le CSE nous l'a proposé, j'ai bien vu il a fallu convaincre, il a fallu sensibiliser sans brusquer et sans trop cliver. Ça n'a pas été forcément un sujet qui a été évident à faire passer auprès d'autres personnes, hommes, dans l'entreprise. Néanmoins, on a aujourd'hui un guide d'écriture inclusive. On a des annonces qu'on publie, Léa en parlait tout à l'heure, en écriture inclusive. Et sur nos supports de communication, on s'efforce d'utiliser l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, pardon. Après, la problématique à laquelle on est confronté, qui est un petit peu la tension contradictoire, c'est que travaillant avec des publics en situation de handicap, et notamment toutes les populations 10, ça fait pas toujours beau ménage. Et c'est-à-dire que la compréhension des textes pour les populations, enfin, dyslexiques notamment, est difficile quand on utilise le langage inclusif. Donc parfois, effectivement, il nous arrive aussi de retravailler de manière non inclusive nos textes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, mais peut-être que Léa a des études là-dessus, c'est vrai il y a des sujets sur lesquels, en tout cas sur ce volet-là, on sait qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, notamment quand on veut traiter des problématiques d'accessibilité numérique. D'ailleurs, par rapport à ça, petite anecdote, on a travaillé en 2018, on a refondu l'écosystème digital du planning familial. Nous, on était parti du principe, quand on a répondu à l'appel d'offres, que nécessairement le site serait inclusif. Et du coup, on avait travaillé des maquettes en ce sens, etc. Et la problématique rencontrée par le planning familial à l'époque, mais je crois qu'ils en ont fait fi depuis et ils ont retravaillé leur texte, c'était que les moteurs de recherche ne recherchaient pas en fait sur l'inclusif. Et donc, publier des contenus en écriture inclusive avait un impact sur la visibilité de leur site sur les moteurs de recherche, et en l'occurrence Google, hein. Voilà, donc ils avaient fait le choix à l'époque d'être en non inclusif pour pouvoir avoir de la visibilité, puisqu'il y avait aussi une bataille en termes de visibilité par rapport à des associations détractrices voilà. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été un long débat et une longue discussion qu'on avait eu avec eux sur le sujet, mais malheureusement, on n'avait pas pu avancer sur ce sujet-là, mais ça a avancé depuis, puisque du coup, les choses ont un petit peu évolué et ils sont revenus sur ce point-là. Et puis, dernier point, depuis une année maintenant, puisque l'intervention de Social Builder avait dû dérouler au printemps dernier, on a mis en place un partenariat avec eux pour permettre justement du mentorat de femmes dans la tech. Donc, Social Builder, c'est une association qui fait de la formation justement au métier de la tech dans le digital. Et ils cherchent en fait des personnes, hommes et femmes, hein, pour mentorer des femmes dans la tech, leur ouvrir le réseau, le carnet d'adresses, pourquoi pas éventuellement les embaucher en stage, en alternance, etc. Mais surtout les accompagner dans leur projet digital, leur projet d'entrepreneuriat.
Et donc, on a mis en place un partenariat avec Social Builder il y a un an de ça pour permettre aux personnes qui le souhaitent dans l'entreprise sur leur temps de travail de pouvoir procéder à ce mentorat. Et surtout, suite à ça, enfin surtout, pas surtout, mais en complément de ça, on a également beaucoup retravaillé avec les différents directeurs de l'entreprise, notamment les offres d'emploi, puisqu'il y a tout un pan chez Social Builder qui travaille sur comment dire, comment faire des offres d'emploi qui soient plus inclusives et pas que dans le langage, mais également sur la liste des compétences qu'on demande à l'embauche, etc. Enfin, donc, on a travaillé avec les directeurs pour pouvoir avoir des offres qui soient plus inclusives et puis qui puissent s'adresser un petit peu plus largement à des publics femmes qui n'ont pas forcément, on va dire, la même posture quand il s'agit de candidater. Autant un homme ira candidater s'il couvre 30% des critères, autant une femme, s'il n'y a pas un minimum 70% des critères qui sont couverts, elle ne se positionnera pas forcément. Donc forcément, plus on va être exhaustif dans la liste des critères et chercher le mouton à cinq pattes, plus il sera difficile finalement d'intégrer des femmes dans son entreprise. Et enfin voilà, puisqu'on aura assez peu de candidatures. Voilà, donc en tout cas, on a travaillé du coup avec les directeurs et les directrices de l'entreprise pour pouvoir les accompagner là-dessus et également avec notre RH, bien sûr sur le sujet. Et du coup, on est qu'au début de l'aventure avec Social Builder, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous permettent à nous, en tant qu'entreprise, de nous questionner. Voilà, et d'essayer de faire un peu mieux et de faire, encore une fois, de sensibiliser, d'acculturer toutes les parties prenantes de l'entreprise sans les brusquer, sans les braquer. Et c'est quand même un enjeu quasiment du quotidien. Donc voilà, c'est un peu la dynamique dans laquelle on s'est engagé. Mais je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles travailler et c'est aussi extrêmement motivant de voir ça. Donc voilà, voilà un petit peu mon retour d'expérience à mon niveau. Je ne sais pas si voilà, il y a des questions, des compléments, des réactions par rapport à ce que je viens de vous présenter. Merci en tout cas. Oui, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions, Moi, effectivement. je veux bien réagir. Pardon. Moi, je veux bien réagir sur ce que disait Audrey sur l'écriture inclusive. Mm, Oui, en fait, c'est vraiment un truc bloquant pour les personnes 10. Et mm, nous, on n'a pas trouvé de meilleure solution. Donc, alors, surtout, c'est surtout le point médian, en fait, hein, dans c'est l'écriture ça. inclusive. Mm, Voilà, c'est ça. Donc, moi, autant que possible, par exemple, dans la newsletter de Plancage ou sur des choses comme ça, je vais éviter le point médian, ce qui donne parfois que j'écris celles et ceux, j'écris, je sais pas, moi, voilà, je dis le féminin et le masculin, enfin, ça, c'est des trucs un peu à rallonge qu'on peut pas faire, par exemple, dans la presse écrite, où chaque signe, chaque mot est comptabilisé et nous force à supprimer une idée pour pouvoir mettre un nouveau mot. Mais il n'y a pas de truc miraculeux. Et... mm. Ouais, je pense que ça pose vraiment question parce qu'on n'y arrivera pas, quoi. Ouais. Non, tu as raison, on Ah, n'y arrivera pas. Mais après, je pense qu'il y a quand même, comme tu dis, aussi des petits twists dans le langage. Nous, c'est pareil, on essaye, tu vois, par exemple, de dire internaute au lieu d'utilisateur ou utilisatrice. Enfin, tu vois. Donc, il y a aussi des trucs où, en fait, je Oui, pense c'est que les la mots langue épicènes, hein. française est quand même. Pardon? C'est les mots épicènes. C'est des trucs Exactement, qu'on voilà, pas c'est ça. toujours qui nous permettent aussi de. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a quand même cette chance, enfin, on a une langue française qui est quand même suffisamment riche pour pouvoir avoir cette approche-là, mais ça couvre pas tous les cas de figure. Je suis d'accord avec toi, hein. On a toujours, effectivement, des points résiduels qu'on ne peut pas traiter véritablement. Mm. et petit retour d'expérience, parce que moi j'avais commencé là-dessus aussi à la BNF. C'est une question qui était intéressante, qui en plus à la BNF permet de montrer les origines de plusieurs mots parce qu'on a les documents d'origine. Le mot autrice est un mot qui existe depuis très très longtemps. Et bon, bref, on a été effectivement également obligé de abandonner toutes les questions de points médians, parce que nous, c'est pareil, on est très, très attachés à l'accessibilité et on fait des choix d'écriture inclusive un petit peu différentes. Mm. Sur les réseaux sociaux, ça pose de grandes questions, parce que là aussi, c'est pareil en termes de nombre de caractères et lisibilité des messages, c'est pas toujours possible. Mm. Mm.